Un œil sur le toit du monde. Les marches qui donnent accès au paradis. Tel est le surnom du Népal, le pays où nous arrivons pour entamer notre expédition. Avec Gérard, nous avons décidé de revenir en Himalaya. Nous avons déjà organisé une aventure en Sibérie en plein hiver. Désormais, nous voulons rejoindre une contrée mythique, le Mustang, un petit royaume oublié. Un vieux rêve pour nous deux. Pour l'heure, nous nous préparons à la longue marche, avec une immersion dans le grand sanctuaire bouddhiste de Bodhnath, à Katmandou. C'est les fameuses cloches. Ça rappelle des souvenirs, tes premiers voyages au Népal. Là, je retrouve un peu l'ambiance, les bruits. On entend derrière moi, j'entends les moulins à prière qui tournent. Je retrouve aussi les odeurs, l'encens. C'est le début du voyage et j'y reviens toujours avec autant de plaisir. C'est un pays que j'affectionne tout particulièrement. C'est la 7e fois que j'y vais. Ici, à Katmandou, c'est mon endroit préféré. Il y a beaucoup de pèlerins. Cette spiritualité transpire partout. Et elle m'incite aussi à me poser. Gérard Muller a perdu la vue à 50 ans, atteint d'une rétinite pigmentaire. Alors pharmacien, il a fini par accepter la cécité, puis s'est consacré au voyage. On l'appelle depuis l'aventurier aveugle. La stupa de Bodhnath, pour moi, c'est le début du voyage. C'est surtout le souvenir de mon premier grand périple au Népal, il y a longtemps, j'avais 20 ans. Et c'est émouvant que d'aller dans ce royaume oublié de l'Himalaya, qui est le Mustang, qui est une petite province à part au Népal et qui est le dernier Tibet. Et je suis très heureux d'y aller avec Gérard, cet ami aveugle, qui a perdu la vue il y a quelques années, mais qui a déjà été au Mustang alors qu'il voyait le Mustang. Et je suis très impatient parce que lui et moi, on a une sorte de pèlerinage à faire, qui est à la fois une marche physique avec à peu près 1 mois de voyage, puisqu'on fait tout à pied au Mustang. Et puis deuxièmement aussi, un besoin de spiritualité pour qu'on puisse se laver, lui, des affres de la cécité, hein, grosso modo, ce traumatisme que d'avoir perdu la vue il y a quelques années. Et pour moi, ce qu'a été, ce qu'est le reportage de guerre. Donc on est vers aussi une quête personnelle dans le bouddhisme, dans la philosophie, dans une spiritualité qui peut être qualifiée de laïque. Et je crois que c'est important d'aller vers ces valeurs de l'empathie, de la compassion, de l'amour de l'autre. Ce sont pas des clichés. Pas du tout. C'est vraiment intérieur. Et je n'en démords pas. Et je crois que ça sauve le monde aussi que d'avoir ce penchant-là, pour, si possible, pour chacun d'entre nous. Et je suis très impatient de ce voyage à deux. Je crois que Gérard aussi, pour monter jusqu'à peut-être 5000 mètres vers le toit du monde, au-delà du Mustang, qui est le royaume de la lumière, finalement. Même si on ne voit plus, on va réapprendre à voir et à voir autrement. Nous partons de Katmandou pour Pokhara, à l'ouest du pays, au pied de la grande chaîne de l'Himalaya. Bon, c'est parti, Gérard. On va essayer de passer entre les montagnes. Un voyage qui comporte sa part d'imprévus, contraint par la météo. Sur le toit du monde, tout dépend du bon vouloir des cieux et des dieux. Nous nous engouffrons dans la vallée la plus profonde au monde, sous des sommets sans fin. À droite de l'appareil, le massif des Annapurna qui culmine à plus de 8000 mètres. À gauche, le Dhaulagiri, 8100 mètres. Et 6500 mètres de dénivelé sous nos pieds. Après 20 minutes de vol, secoué par les vents, le petit avion se pose enfin sur la piste de Jomosom, à près de 3000 mètres d'altitude. Sewang sera notre guide durant ces semaines d'expédition. Il est membre de la famille royale et à ce titre très respecté par tous les habitants de Mustang. À 8 h du matin, nous entamons notre marche sous le sommet aux neiges éternelles. On quitte Jomsom là. Ouais, là on quitte Jomsom, on est sur la piste, on va monter sur le sentier qui est un peu plus haut là. Je sais pas si tu peux voir un peu les contours. Tu vois quelque chose devant toi là? Je devine une masse sur ma droite. Ça doit être le Nilgiri. Oui, c'est les contreforts de Nilgiri. C'est un peu
le prédécesseur, le gardien des Annapurna. Et là, donc, on est à 2800 mètres à peu près, et on a des montagnes sur ta gauche. J'allais dire tu vois, excuse-moi, tu m'excuseras à chaque fois. Tu peux dire tu vois. Mais tu peux sentir, puisque tu dois sentir des contours hein, Ouais, non, de relief, tu devines. En route. Ouais, c'est vraiment le début du trek. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, là on commence notre lente ascension. Il faut démarrer tout doucement. Aujourd'hui, c'est une journée d'acclimatation. Parce qu'on monte un peu plus haut, puis on redescend sur Kak Beni. On est toujours encore sur la piste, on n'a pas pris la piste. Toujours, on est sur le long de la Kaligandaki. La rivière elle-même n'est pas très large encore, là, mais le lit fait 800 mètres pratiquement. C'est énorme, creusé par les siècles, les millénaires. Une énorme vallée. La marche d'acclimatation ne dure que quelques heures, histoire de se mettre en jambes. Nous traversons des villages éblouissants de sourires. Kak Beni est la porte d'entrée officielle du Mustang. Olivier, là, on entre dans la partie restrictive du Mustang. C'est la frontière. En fait, c'est la limite entre le haut du Mustang et le bas du Mustang. C'est la deuxième fois que je viens. J'y étais exactement il y a 11 ans. Je voyais, j'étais pas œil de lynx, je voyais un petit peu. Je vois un petit peu moins bien, même un peu beaucoup moins bien. Mais je n'appréhende pas du tout ce voyage. J'y vais avec plein de sérénité. Je recherche le contact avec les gens ici. C'est Mingmar, par exemple, qui est mon ange gardien, qui m'accompagne, qui me suit et qui est plein d'empathie et qui est plein de prévenance par rapport à moi. Et puis il y a toutes ces rencontres tout au long du chemin et qui, malgré toutes leurs difficultés, ont toujours le sourire. Alors Gérard, tes sensations? Je sens que d'abord ça vibre. Je sais pas, c'est en surpoids peut-être, je sais pas. Mais ça vibre, on est sur un pont. Des paysages sauvages et aux falaises ancestrales, avec des canyons vertigineux qui aspirent à l'élévation spirituelle. Nous grimpons peu à peu jusqu'à 4000 mètres. Les villages sont peu nombreux, mais à chaque fois accueillants. L'homme ici reprend sa dimension, sa petitesse, face à une nature démesurée. Ce sont des plantes très bonnes pour faire de l'encens et pour prier. Chaque matin, on prie. On prie et on fait brûler de l'encens. Ça sent bon. C'est très bon pour la santé aussi. Et vous le brûlez dans les sanctuaires pour Bouddha? Oui, chaque matin. Il y a la rivière là. On peut traverser? Il y a un pont? Non, ce n'est pas vraiment un pont. Mais on ne peut pas nager. Behind you or side? Yeah, slowly. Okay. Okay, no problem. Okay. Okay. Oh, a little bit more. Okay. And Then after? after you can. Oh, Yeah, no problem. Then you can. here. Yeah. Okay. Good. Finish. Good guide. Thank you. L'ascension vers le haut Mustang et vers notre rêve au cœur de l'Himalaya n'est pas sans risque, et les torrents s'invitent jusque sur le chemin. Mingmar est d'origine tibétaine. Il a fui la Chine à l'âge de 20 ans. Pour se rappeler son village natal, il ne cesse de chantonner en chemin. Il y a une gorge extraordinaire là, à ta droite, avec toute la rivière qui descend. La Kaligandaki toujours. Non, c'était un it's petit very affluent. Et tu vois, c'est les up and downs, comme dit Tsewang le guide, on descend, on remonte, on descend, on remonte. En tout cas, je suis admiratif, Gérard. Hein. Pourquoi? De toi. Non. Je disais, Mingmar, que je suis très admiratif de Gérard parce qu'il grimpe très bien. Il ne se plaint jamais. Never complain. Hein. Oui, oui. What is it? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des divinités. Ce n'est pas très clair. Mais ce que tu touches là, c'est un rocher gravé
avec le fameux mantra des bouddhistes Om Mani Padme Hum. L'une des raisons pour laquelle on met cela à côté des sentiers, c'est pour rappeler aux voyageurs qu'il leur faut réciter ce mantra quand ils voient la pierre. En fait, c'est un rappel pour les marcheurs, pour les amener à dire la prière. C'est un mur de prière. Et on dit Om Mani Padme Hum. Certains disent que c'est vide, mais c'est faux, ce n'est pas vide. Il y a des rouleaux de prière qu'on met à l'intérieur et on les fait tourner. C'est une protection. C'est de la pierre? Il y a de la pierre et du bois. Et il y a une inscription dessus? C'est pour se protéger. Om Mani Padme Hum nous protégera. Des paysans nous accueillent pour le repas, l'occasion de nouvelles rencontres. Et pour les fermiers, une petite source de revenus. Tu vois, la cuisinière qui nous accueille avec son superbe sourire, elle est là avec ses 2 filles pour quelques mois par an. Et ensuite, tout le village déménage, qui fait trop froid. Il y a un seul homme qui reste pour tout le village de Zaïté ici, pour les 3-4 fermes qu'il y a ici, et qui va donc nourrir les bêtes, mais qui va passer un hiver très rude, parce qu'ici, c'est quand même très très froid, 4000 mètres. Tu te rends compte de passer tout un hiver tout seul ici. Tu as intérêt à être bien avec toi-même. Ah oui, c'est propice à la méditation. Ah là. L'école sont des offrandes, des cadeaux divins, avec des paysages à couper le souffle, que Gérard perçoit par la description, les sensations, les souvenirs aussi. La vie dans les villages ne semble guère avoir changé depuis des générations. Les ponts se succèdent, les montées aussi. Les drapeaux de prière accrochés en chemin nous assurent de leur bonne fortune. La seule chose que je vois, c'est... De toute façon, je vois que dans les gris, les noirs et les blancs. Je vois le mur sombre devant moi et je devine le ciel qui est évidemment plus clair. Et quand je montais sur la trace de Mingmar, je ne voyais que ce grand mur noir. Je me concentrais donc à ne pas faire de faux pas d'abord et à suivre la silhouette de Mingmar. Et quand on est dans la montée, c'est toujours la même chose, on se dit on ne m'y reprendra plus. Et arrivé en haut, c'est la récompense. On a franchi le cap et on espère refaire la même chose une autre fois. La récompense, elle est là. Alors c'est étrange parce que quand on est arrivé à Katmandou au Népal, évidemment, on était encore rempli de nos rêves, mais aussi d'une sorte de rapidité, de non-maîtrise du temps. En fait, c'est le temps qui nous maîtrise. Et là, évidemment, avec l'altitude, avec la marche, avec les jours et les jours de marche, on est obligé de faire avec et de composer. Et vraiment, la pensée est différente. On ralentit son cerveau, on médite, on chantonne, on peut se dire des poèmes, on peut penser aux gens qu'on aime aussi. On le voit bien dans tous les petits villages, les hameaux qu'on a traversés, qui sont totalement désolés, des villages de haute solitude, où il y a une entraide néanmoins, une vraie vie commune, un vivre ensemble qui n'est pas un vain mot. Et le Mustang se mérite certainement, et en fait, il offre beaucoup aussi, il donne énormément. Nous cherchons à visiter le monastère, où l'accueil est toujours chaleureux, dans la digne tradition bouddhiste. Au monastère de Tsarang, nous recevons la bénédiction du vénérable Tashi, symbolisé par la remise d'une écharpe blanche, le kata. Nous passons la nuit à Logekar, l'un des plus vieux monastères de l'ensemble des régions tibétaines, construit au 8e siècle. Une escale salutaire et sous la protection de Bouddha. Tu l'avais au-dessus ou en dessous? Tu peux t'en servir comme un bâton? Oh, moi je l'ai. T'es sûr? Ouais, je la laisse à côté, mais là sur la table. Allez. La petite table, et puis si j'ai froid, je la... À ta gauche. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Olivier. À demain. Et puis à 4000 mètres. Il y a combien de chevaux? 5 chevaux. 5. Tu me donnes le plus calme? Oh là.
Tu vas doucement, hein, d'accord, Gérard? Oui, oui. Tu sais, dans le temps, les chevaux étaient le seul moyen de transport. Maintenant, on a la piste qui est en train d'être construite, avec des jeeps et des motos qui vont bientôt monter. Mais quand j'étais enfant, il n'y avait que des chevaux. Ce sont des chevaux locaux? Oui, ce sont des chevaux qui viennent du Mustang. Olivier, je suis pas trop rassuré là pour l'instant. Et si tu veux enlever ton sac, Ah, c'est mieux. Ouais, peut-être, ouais. Nous voici cavaliers himalayens, comme au temps des antiques caravanes de la route de la soie. Le téléphone portable en plus. Mais le sentier demeure tout autant chaotique et semé d'embûches. Gérard? Oui. Ça fait de drôles de sensations d'être sur le cheval dans les rochers? J'ai été, je l'avoue, j'ai été un peu effrayé. Parce que quand il descend et qu'il évite des rochers, ça bouge dans tous les sens. Et c'est vrai que je n'avais pas tellement de prise sur la selle. J'étais pas rassuré. Je préfère encore souffler dans la montée que de me faire secouer sur la selle. Les yaks nous bercent de leur calme. Les nomades les élèvent pour leur lait, leur chaude fourrure et le thé de beurre salé. Un clin d'œil à la vie nomade. Lomantang est la minuscule capitale de Mustang, avec seulement 900 habitants. Entourée de murailles ancestrales, elle se vide l'hiver à 60% de ses habitants. Il y fait alors trop froid et on laisse maisons et troupeaux aux anciens. Alors Olivier, on est arrivé à Lomantang, c'est l'un des buts de notre périple, de notre pèlerinage. Qu'est-ce que tu ressens, toi, ce moment un peu magique? Écoute, je suis très heureux, c'est pas le but du voyage, mais je pense qu'on est vraiment dans la continuation de ce pèlerinage géographique, évidemment, de franchir ces montagnes du toit du monde et un peu quand même spirituel, de méditation contemplative, pour une sorte de renaissance, une cure de jouvence. Et je savoure surtout, comme toi j'imagine, l'instant présent, l'instant T, qui ne sera plus jamais parce qu'il est là, il est magique. Ça aussi c'est du bouddhisme. Il est là, on n'est pas dans le passé, la nostalgie ou le futur et sa peur, ses craintes, mais dans le moment présent. Voilà, tu viens? Allez. Alors Gérard, on arrive sur la muraille de Lomantang, qui a été construite en 1380 par le roi du Mustang et qui est en fait l'ancêtre de Tsewang. Ça fait 10 mètres de haut à peu près, sur 2 mètres de large. Et tu te rends compte, c'est toujours debout. Allez, on marche sur 7 siècles d'histoire, Gérard. Ce que tu touches de ta main pour te guider, là, ce sont des plaques de mousse des montagnes qui servent d'isolant naturel sur les murailles de Lomantang. Voilà, on a vu sur le plateau de Lomantang, Gérard, et puis des petits châteaux en ruine qui nous dominent, construits par les anciens rois du Mustang. Juste en face de moi, là. À 13h, un peu sur ta droite. C'est la frontière ici. Oui, la frontière est au nord. Quelle frontière? La Chine ou le Tibet? C'est celle du Tibet. Voilà, il dit, ici c'est la frontière avec le Tibet et non pas avec la Chine, Tibet. Certains disent que c'est la frontière avec la Chine, mais c'est totalement faux. Okay. C'est ta terre natale, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous montons justement vers cette frontière. C'est la dernière partie de l'expédition, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Nous partons à la découverte de sites exceptionnels. 20 000 grottes ont été dénombrées au Mustang, creusées pour les ermites et les moines. Certaines demeurent des mystères, tant elles sont accrochées aux falaises et à l'accès improbable. on te tient, ça va, c'est un escalier. Ok. Une échelle de bois, pardon. Ton pied droit, voilà, super. Voilà, et là on est sur une pièce d'1,80 m de haut. Je peux me relever? On peut se relever. Et on est arrivé dans les grottes. Ah, tu sais quoi, Olivier? Ouais. Toi qui es plus grande, pas en sagesse, mais qui est plus grande, tu dois toucher, non? Je touche pratiquement, ouais. Ouais, moi j'ai un peu de... Et voilà, on est dans les grottes de Chichadzong, qui est un ensemble de grottes ermitiques pour les ermites, de l'époque du début même du bouddhisme, ici au Mustang, donc de 35 pièces, des chambres en fait. Et tu imagines comment vivre à l'époque, surtout en plein hiver. Et là, devant toi, on a juste cet éclat de blanc que tu dois apercevoir ou deviner. Bah écoute, je suis impressionné parce que
Quand je touche ce plafond, il m'a l'air relativement à niveau. Et j'essaye d'imaginer, avec les petits instruments qu'ils avaient, d'arriver à avoir un plafond relativement régulier. Et c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est émouvant, parce que là, on sent vraiment qu'on est dans l'histoire religieuse, spirituelle. Nous voici presque au bout de l'expédition, à la frontière avec la Chine. Gérard a réussi son pari, revenir au Mustang. Je suis très heureux et très content de voyager avec Gérard, Olivier et Pierre. C'est un beau voyage, une expédition très spéciale dans le Haut-Mustang. Par exemple, Gérard ne peut pas voir, mais il est très fort. Il apporte à beaucoup d'habitants d'ici de nouvelles connaissances et une nouvelle façon de penser. Il fait du trekking, il voyage sans ses yeux. Pourquoi les gens ne voyageraient pas en Himalaya? Le monastère de Kimpu et Kolchotling, eh bien beaucoup de locaux n'y sont jamais allés. D'abord, je suis particulièrement heureux d'avoir fait ce... Oui, je vais employer aussi le mot pèlerinage avec toi, d'avoir su un peu dépasser mon handicap, d'avoir su franchir ces cols. Bravo. T'as eu un peu la trouille quand même dans la montée? J'ai eu des angoisses, il y a toujours une petite appréhension. Mais grâce à votre présence et surtout à celle de Mingmar, je ne me suis jamais senti en insécurité. Est-ce qu'on pourrait se dire, et on me l'a même dit, mais pourquoi un aveugle va aller au Mustang? Pourquoi un aveugle va aller au fin fond de la Sibérie? Et moi-même, je me suis posé la question, et j'ai bien vu comment tu réagissais. Tu extrapoles, tu imagines, tu devines, tu poses des questions, et donc tu reconstitues une sorte de tableau de peinture. C'est un peu ça, non? C'est vrai que, en fonction de tous les éléments que je reçois, je reconstitue ce paysage, et il est peut-être tout aussi beau que celui que tu vois. Alors j'ai bien vu aussi le regard des habitants du Mustang sur toi. Il y a d'abord une sorte comme ça de mouvement interrogatif, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis très vite, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme moi, de l'acceptation. Tu fais partie de nous, grosso modo. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas cette notion de pauvre aveugle. Il y a de l'empathie. Et ça, c'est tout à fait autre chose que la pitié. Et peut-être une forme d'admiration. Et ce qui fait que les relations entre moi, personne handicapée, et le reste de la population est une relation beaucoup plus normale et simple et moins empruntée que chez nous. Alors on monte le col de Samjumla à 4000 et quelques. Et, tu vois, je pense que c'est un royaume qui mérite un surnom, le Mustang. C'est non seulement un royaume oublié, c'est non seulement un petit Tibet, c'est non seulement un Tibet libre, mais c'est aussi un royaume de la lumière. Oui, je suis sensible à cette lumière. Il y a quelque chose d'autre, c'est ce silence. Tu entends ce silence? 40% d'oxygène en moins à 4000. Et là, ça va être une récompense. Yakotu. More than 4,000. Yeah. 4057 mètres. Ça y est, on y est. Encore un autre col de réussi, Gérard. Tu sais pourquoi je suis sensible là au sommet? C'est le bruit d'un drapeau de prière. Et ça aussi, dès que tu passes un col, tu as ces drapeaux de prière. Et c'est symbolique, c'est l'homme qui les a placés là. Et c'est pour envoyer leurs prières aux dieux. Donc leurs prières vont à travers les airs et c'est ce bruit que tu entends. Et je trouve que c'est une récompense que d'entendre ça au col. Viens, on va continuer la route. Pour qu'on arrive avant ce soir. Un étonnant voyage. Heureux d'être allés jusqu'au bout de cette longue expédition, nous sommes parvenus à marcher pour renaître. Un périple hautement méditatif. Nous avons aussi appris à voir autrement, au-delà des nuages, sur le toit du monde.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec /. Auteur-réalisateur Olivier Weber, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain, direction déléguée environnement découverte art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.